1921-2021, René Maran devenait le premier auteur noir à remporter le Goncourt pour Batouala, ce roman qui a pour décor Lubangui-Chari, où René Maran fut administrateur, a été réédité. Quel est l'héritage légué par l'écrivain guyanais, considéré comme le père fondateur de la littérature africaine? Boniface Mangamboussa, bonjour. Bonjour. 100 ans plus tard, Batouala, l'œuvre majeure de René Maran, est d'une modernité actuelle, alors qu'à l'inverse d'André Gide ou d'Albert Londres, auteur de Voyage au Congo et de Terre d'ébène, il n'a pas connu la prospérité qu'aurait dû lui conférer ce prix Goncourt. Comment vous l'expliquez ? Je crois que c'est la polémique. La polémique a été tellement violente que d'emblée, le livre est passé inaperçu. Mais on est heureux que 100 ans après, on peut encore le relire, trouver qu'il est d'une modernité actuelle. Mais la polémique était violente parce qu'on n'a pas parlé de littérature. Je crois qu'on le considérait comme un lanceur d'alerte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait trahi de l'intérieur, et ça, on ne le pardonne pas. Toutes les institutions ne le pardonnent pas. On ne lui a jamais pardonné ça. Mais qu'est-ce que ça dit également de la perception de la littérature africaine à ce moment-là, et même encore aujourd'hui? Il faut savoir que lui, par son statut, devait appartenir à ce qu'on appelle la littérature coloniale. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, tous les administrateurs, tous les fonctionnaires qui allaient dans les colonies, qui étaient très lettrés, produisaient une littérature qu'on appelle une littérature coloniale. C'était une littérature très exotique. Lui, il renverse le regard. Il s'est mis à contre-courant. Il se mit à contre-courant. Il se mit à contre-courant et, comme il le disait lui-même, il a essayé de décrire l'Afrique telle qu'elle est, pas telle qu'on l'imaginait, telle qu'on l'invente. Et surtout, il a inversé le regard, c'est-à-dire que dans la littérature coloniale, l'Africain était l'objet du discours. C'est quelqu'un sur lequel on tenait le discours. Il ne parlait pas. Or, dans Batouala parle. C'est le chef qui parle. Non seulement c'est le chef qui parle, le chef de toute une civilisation, et qui peut porter un regard sur le blanc. Par exemple, il trouve que le blanc ressemble à un cadavre, chacun son sauvage. Et donc ça, on ne le pardonne pas. Donc il y a une révolution. Il y a une révolution, et surtout ce qui est beau, c'est un livre sonore, chatoyant, où il réussit et ça, il est très, très précurseur, où il va faire jouer la faune, la flore. Et en Afrique, c'était très important, ce côté très animiste. Et donc, ce livre, quelque part, détruit la littérature coloniale. Et on l'oublie qu'il y a eu vraiment beaucoup d'auteurs, André de Maison, les frères Taro, tous les gens qui ont... Et Batouala arrive et détruit toute cette littérature. Et ça, on ne pardonne pas. Mais pour quelle raison Senghor le considérait-il comme le père de la négritude et de la littérature africaine, alors qu'il ne revendiquait ni ses origines noires, ni guyanaises, et il s'affirmait bordelais même. Oui, écrivain même français, quoi. Mais justement, ça c'est très important. Il s'affirmait français, il se revendiquait écrivain français. Mais son œuvre est totalement africaine. C'est-à-dire... c'est paradoxal. C'est ça le paradoxe. C'est ça ce qui est très intéressant. Chez lui, tout est toujours ambivalent, c'est toujours double. C'est-à-dire que l'auteur, sa culture, il est totalement français. Il ne faut pas oublier quand même qu'il arrive à Bordeaux très jeune. C'est un grand joueur de rugby, c'est vraiment un écrivain bordelais. On peut le comparer parfois à Mauriac. Mais en même temps, il a en lui une mémoire africaine par l'histoire qui fait que quand il arrive, il peut réussir à faire vivre cette Afrique-là. Il peut réussir à la faire vivre, on le verra plus tard chez Amadou Kourouma, ce côté de faire cohabiter les bêtes et les hommes, de dire, côté animiste, de sentir que les bêtes ont une âme. Et ça, il n'y a que lui qui il a fait avant tout le monde. Quand on regarde du monde blanc, il est précurseur, par exemple, de quelqu'un comme Ferdinand Oyono, Une vie de boy. Oui. Et d'abord, le boy meurt parce qu'il a osé voir et représenter le blanc. C'est ce que René Maran le fait. Donc, l'œuvre est totalement africaine, mais l'auteur est français. Mais Césaire persistait en disant « c'est le père de la négritude aussi, le précurseur de la négritude ». Oui. Or, René Maran considérait que la négritude était un peu un courant raciste et surtout pas une nouvelle forme d'humanisme comme le prétendaient Senghor et Césaire. Oui, et c'est ça le grand conflit. Là. Vraiment, là, vous mettez le doigt sur quelque chose de capital. Si on ne dissocie pas l'homme de l'œuvre, on ne comprend rien. Lui, il dit d'ailleurs qu'il va en Afrique avec une âme française, une tête française. C'est un Français de par sa culture, de par son histoire. Mais les choses, enfin, il devient parfois africain malgré lui. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une mémoire historique
qui fait que quand les gens le lisent et quand Senghor le lit, il faut savoir quand même qu'en 1920, il y a deux auteurs qui vont marquer Senghor et Césaire. Il y a René Maran avec Batouala en Afrique, mais il y a un autre noir qui vient des États-Unis, qui est Claude Mackay, qui va écrire un livre qui s'appelle Banjo, dont l'action se passe à Marseille. Pour la première fois, les Noirs sont représentés comme ils sont. Et René Maran a une bonne formule en disant un homme pareil aux autres. Ils ne sont pas différents. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres. D'un de ses livres. Et ça, quand Césaire et Senghor lisent, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Et donc, mais malgré, ils ne se revendiquent pas africains, les deux. L'un est jamaïcain, mais il est passé par Harlem, l'autre est guyanais, il est administrateur colonial. Mais quand ils écrivent, ils donnent à voir l'homme noir, l'homme africain dans toute sa complexité, alors que la littérature exotique avait une vision un peu folklorique de l'autre. Alors, tiraillé par ses multiples identités, noir, guyanais, mais également français, est-ce qu'on pourrait dire que René Maran a été incompris d'un système, d'une administration coloniale qu'il représentait, mais qu'il critiquait également? Oui, oui. Incompris aussi parce que lui-même, tout chez lui est double. Il faut savoir que même, je peux dire que le ver était dans le fruit. Il part en Afrique en tant que républicain, qui lui a apporté la civilisation. Mais ce qu'il oublie, c'est que la République, c'est ici en métropole. En Afrique, on est dans l'Empire. Donc il y a quelque chose de schizophrène. L'Empire, ce n'est pas la République. L'Empire, c'est le code de l'indigénat, donc l'autre loi. Et donc, quand il arrive dans les colonies, il est totalement désarçonné. Parce que ce n'est pas ce qu'il croyait. Il y a même un côté philanthropique. Je vais apporter, civiliser mes frères noirs. Donc, quelque part, il y a cette dimension-là. Et donc, quand il arrive dans les colonies, il me dit, mais non, ce n'est pas ça la civilisation. Mais en fait, les colonisés lui ressemblent. Non seulement les Comme vous colonies dites, sont ses frères noirs. Oui, ses frères noirs, mais en même temps, ses frères noirs me disent, mais c'est qui ce frère noir qui est avec les Blancs, en complicité avec les Blancs? Donc, il est toujours entre le marteau et l'enclume. Avec les administrateurs coloniaux, il dit, mais c'est qui cet intrus qui arrive là? Mais lui, il les regarde de haut parce qu'il est plus cultivé qu'eux. Il était abonné pratiquement à toutes les grandes revues, on le voit dans sa correspondance. Il est considéré comme le sale nègre. Oui, oui. C'est le sale nègre, mais en même temps, le nègre qui a pitié des administrateurs coloniaux qui sont en train de dépérir, qui, dans l'alcool. Et donc, où qu'il aille, il est toujours traversé, travaillé par... Oui, il donne toujours rendez-vous ailleurs, et ça, ce n'est pas acceptable. Mais alors, comment expliquer justement la richesse de cette œuvre-là et le tollé que ça a suscité, surtout en métropole? Oui, en fait, le tollé, le regard, l'inversion de regard où le noir regarde le blanc, où il réussit à faire vivre cette Afrique qui a une âme, ça aurait pu passer. Sauf que une fois qu'il a fini son roman, il ajoute une préface. Parce qu'il dit civilisation, civilisation. Mais évidemment, il est allé là-bas pour apporter la civilisation. C'est ce que disait Jules Ferry, vous vous souvenez, dans ce discours qu'il avait prononcé, je crois que le 28 juillet 1885 à la Chambre des représentants, en disant la France va en Afrique pour 3 raisons. Les raisons économiques, son industrie a besoin de la matière première, surtout pour des raisons de civilisation. Il utilise le mot. Les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Donc lui, Maran, part avec cette idée-là, mais il n'était pas le seul. Et ce qui est ambigu, c'est que les gens qui vont dans les colonies ont déjà des problèmes avec la République. Quels sont les administrateurs qu'il y a dans les colonies? Les Antillais, les Corses, les Alsaciens. Tous ces gens ont un problème compliqué avec la colonie, mais en même temps, ils y croient puisqu'ils adhèrent à l'idéologie. Ils la représentent. Ils la représentent, évidemment. Donc, il va en Afrique avec ce projet-là. Et c'est là la grande ambiguïté. Quand il arrive, il tombe des nues. Et ça, pour lui, ça a été une tragédie. Donc, quand il finit le roman, il se rend compte qu'il s'est menti à lui-même. Il n'a pas dit toute la vérité. Alors là, il met le paquet, il écrit la préface. Et la préface le condamne. Parce que dans la préface, il ne peut plus dire, comme en France on le dit, vous savez, c'est une œuvre de fiction. Là, c'est René Maran qui parle. Et qui parle, qui dit, je ne suis pas le premier à vous condamner. Il y a eu déjà le poète hindou, Tagore, qui l'avait dit à Tokyo que cette civilisation, elle est mortelle. Et ça, on ne peut pas lui porter parce que il détruit, du coup, du jour au lendemain, avec ce mot civilisation, toute l'idéologie coloniale. En même temps, si on peut aller plus loin, c'est une autocritique, puisque lui, il a cru aussi à apporter la civilisation. En tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur.
Lui qui se rêvait écrivain a publié une vingtaine d'œuvres, mais aucune n'a plus connu le succès de Batouala. Il essuiera des tollés qui le pousseront même jusqu'à la démission. Il mourra d'ailleurs sans le sou. Seul. Quelle leçon peut-on tirer de la vie de René Maran aujourd'hui? Ah ben, quand on dit toujours la vérité, il faut se préparer à assumer les conséquences. Et elles sont souvent cruelles. On le paye cher. Donc, on le paye très très cher. On le paye pas cher parce que son roman Un homme pareil aux autres, qui est un livre bouleversant, qui est aujourd'hui vraiment un livre actuel parce qu'il parle Réédité également, réédité, oui, aux gens qui sont à cheval entre double identité, y compris même des enfants parfois issus des couples mixtes. C'est un livre très moderne. Ce livre-là est descendu par Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. Il dit voilà, il ne rêve qu'à devenir blanc. Voilà, c'est singer le blanc. Alors que lui, ce qu'il voulait, qu'on le considère comme tout le monde. Hein, qu'on ne tienne pas compte. Un humain. Voilà, un humain. Et donc, les Noirs, même pour lesquels il écrit ce livre, le détruisent. Reste incompris. Oui, il est incompris. Mais il reste très républicain parce que pendant la guerre, il souffre énormément. Les vichistes vont l'approcher parce que une fois qu'il est plus administrateur colonial, il vit du journalisme, c'est une belle plume. Les vichistes vont l'approcher, mais il reste républicain. Et malgré la misère, ça on l'oublie. Et ça, c'est tout à son honneur. Aujourd'hui, la leçon à tirer de l'œuvre majeure de René Maran, Batouala, qui reste actuelle, comme on le disait. Je pense qu'il faut le relire et je pense que vraiment c'est la grande leçon, c'est quand on est sincère en littérature, on finit toujours par être récompensé, même quelques années plus tard. Et 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. 1921, premier Goncourt attribué à un auteur noir, même s'il ne se considérait pas comme un auteur noir. 100 ans plus tard, un Goncourt remporté par le premier Africain. Quel commentaire ça vous inspire? Moi, je crois qu'il y a un signe un peu du destin. On l'oublie, avant que Mbougar Sarr n'ait le Goncourt, les éditions Typhon décident de rééditer Un homme pareil aux autres et ils demandent à Mbougar Sarr de faire la préface. C'est fou. Et donc, il préface ce livre de Maran, qui est un livre capital, et 2-3 mois plus tard, il reçoit le Goncourt. Comme Maran. Comme Maran. C'est pas le destin, ça? Un passage de relais. Un Goncourt qui commence aussi à susciter des répliques hors littérature, exactement plus ou moins comme Maran, parce que maintenant, Mbougar Sarr est stigmatisé pour soi-disant, comment dire, il fait de l'apologie de l'homosexualité, et ce sont des valeurs entre guillemets blanches, européennes, en train de polluer la société sénégalaise, alors que c'est même pas... Ça reste d'abord une œuvre littéraire. Oui, non seulement ça reste une œuvre littéraire, mais c'est-à-dire que ce thème-là n'apparaît pas dans l'ouvrage. Dans le Goncourt, en tout cas. C'était dans son précédent livre. Son précédent livre. Et donc, les débats sont toujours biaisés de la même manière avec René Maran. Et bon, René Maran, encore, il a été lynché sur la place publique, mais Mbougar Sarr, on ne sait pas quel destin le Sénégal veut lui rester. Mais je trouve toujours qu'il faut lire les auteurs et non leur... comment dire, prêter des intentions, faire des projections, alors que le travail qu'il faut est un travail noble. Je veux dire, 2 Goncourt, vous avez là un Goncourt à 31 ans, il ne faut quand même pas chercher l'époux dans sa tête. Merci. Merci beaucoup.